Salut et bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast de l'EM Normandie qui vulgarise la recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec Sabrina de Tancrel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Enseignante-chercheur, assistant en gestion des ressources humaines et en développement personnel à l'EM Normandie. Tu es également référente égalité à la CGE. Et nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle réforme du congé paternité et plus largement de l'égalité des femmes et des hommes en entreprise. Première question Sabrina, est-ce que tu peux revenir brièvement sur l'évolution du congé paternité en France au cours des 30, 40, 50 dernières années ? Alors, l'histoire est simple, puisque en fait, le congé paternité existe en France que depuis 2002. Il a été implémenté sous le gouvernement Jospin, en fait, et sous l'égide de Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre aux Affaires familiales. Depuis 2002, nous avons en fait eu un congé paternité qui consistait en 11 jours consécutifs de congé, plus 3 jours de naissance, 3 jours de congé de naissance, qui eux en fait existent depuis 1946. Donc dans un premier temps, on a eu ces 3 congés de naissance pour le papa. Ensuite, depuis 2002, nous avons ce congé paternité qui consiste en 11 jours, plus les 3 jours de naissance. Et depuis le 1er juillet 2021, ce congé paternité a été rallongé à 25 jours que l'on peut prendre de manière coupée et que l'on ajoute aussi aux 3 jours de naissance. Donc on est passé de 14 jours à 28 jours, ce qui a été c'est le double de ce qui existait avant. Donc finalement, avant 1946, il n'y avait aucun congé paternité, 0 jour. Et avant 2002, il y avait uniquement 3 jours, ce qui fait quand même très peu. Oui. On était en fait dans le modèle finalement de l'homme, ce qu'on appelle le modèle de l'homme gagne-pain, c'est-à-dire ce qu'on attendait d'un papa à cette époque, en tout cas jusqu'à 1946 ou 2002, c'était que le papa travaille et c'était en fait le rôle attendu, le rôle sexué et normé attendu à cette époque. Alors quel est le panorama aujourd'hui en 2022 des différentes mesures liées au congé paternité en Europe ? Alors en Europe, depuis 2019, en fait, l'Union européenne a implémenté donc une norme minimale de 10 jours de congé de paternité, rémunéré en fait comme prestation maladie. Donc à chaque État membre, ça c'est, on va dire, le cadre normatif commun dans l'Union européenne. Après, évidemment, il y a des disparités parce que chaque État membre aménage à sa façon ce congé paternité. Alors évidemment, sans surprise, les champions d'Europe, ce sont les pays scandinaves, avec en tête la Norvège. Puisque la Norvège, en fait, a implémenté son congé paternité, donc c'est-à-dire un congé réservé au papa depuis 1993. Une décision beaucoup plus antérieure à la nôtre, en sachant qu'il existait déjà avant un congé parental que se répartissaient le papa et la maman. Donc dès les années 70, en fait, la Norvège a mis en place un congé parental qui se répartissait entre le père et la mère, et en 93, un congé réservé au papa. D'accord. Depuis 2019, en fait, la Norvège, alors ils sont évidemment très en avance, ils ont en fait implémenté un congé pour le couple. Donc il y a un congé parental en fait pour le couple de 3 semaines. Et puis après, il y a 15 semaines pour la maman, 15 semaines pour le papa. Et ensuite, 16 semaines à se répartir selon le père ou la mère. Donc c'est un ordre de grandeur qui est quand même totalement différent de ce qu'on vit en France aujourd'hui, malgré la nouvelle réforme. Exactement. Alors ça, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Okay. La Suède est aussi à peu près sur ces modèles. Ce qui est intéressant en fait dans ces modèles, c'est que en fait, on se distribue entre le père et la mère les congés. C'est-à-dire traditionnellement, on a toujours en fait privilégié le congé maternité. On est aux alentours, en fait, en moyenne de 14, 15, 16 semaines en Europe. Mais c'est vrai que le congé paternité, on l'a mis en place beaucoup plus tard. Et là, en fait, la tendance, c'est plutôt à évidemment répartir les congés entre le papa et la maman, qu'ils aient le même temps
de congé, et puis après un congé parental qu'on se distribue selon les modes de vie du couple. Tout ça avec quand même quelque chose derrière, c'est qu'on sait que si le père passe plus de temps avec l'enfant seul, avec son enfant, en fait il développe des compétences, alors il développe un attachement qui est différent que quand la maman est là. Et il développe aussi des compétences de paternage, le parenting abilities, qui en fait sont déterminantes pour l'après. Donc côté salarié, j'imagine que, enfin c'est même pas j'imagine, je l'ai vécu personnellement il y a quelques semaines. J'étais en congé paternité, j'ai profité de la nouvelle réforme, donc je sais à peu près ce que ça représente, mais il y a un impact sur la vie professionnelle pour le salarié. Alors oui, il y a l'impact, il est... de toute façon, c'est une réforme en France qui était attendue. Ça fait plusieurs quand même années que... alors pas que les organisations féministes, mais aussi beaucoup de parents demandaient à avoir un congé paternité beaucoup plus long. On a des pays quand même comme l'Espagne où c'est 2 mois de congé paternité. En 2022, ça sera 4 mois. Donc il y a même des pays qui étaient en retard par rapport à nous, qui aujourd'hui sont pionniers sur ces sujets-là. Alors c'est un vrai changement, mais c'est un changement qui correspond aussi aux aspirations à beaucoup, des aspirations qui correspondent, que demandent beaucoup de papas en fait. Et ça on le voit dans beaucoup d'études qui sont menées où on voit que finalement les pères ont des aspirations différentes quant à leur paternité et aussi quant à leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ouais. Et ça, dans toutes les études, on a ces aspirations à avoir plus de temps avec leurs enfants, plus de temps passé aussi aux soins de leurs enfants, aux activités par exemple scolaires. Donc ce qu'on voit dans les études, c'est que par exemple les pères, on garde pour modèle les pères des générations d'avant en termes de valeurs, donc valeurs d'autorité par exemple, de transmission de certaines qualités, mais que par contre ils veulent se distinguer de leurs parents, de leur père, quand il s'agit, par exemple, du temps passé quotidiennement avec eux. Et ça, on retrouve beaucoup ça dans les recherches, qu'on veut passer du temps avec les enfants, on veut davantage les accompagner dans leur scolarité, on veut davantage de proximité aussi avec les enfants. Et donc, c'est aussi... cette réforme, elle coïncide avec ces nouvelles aspirations. À la recherche d'une paternité plus active, si je comprends bien. Tout à fait, une paternité plus engagée. Ouais. D'ailleurs, dans nos recherches, on parle de involved fatherhood, donc la paternité engagée. C'est-à-dire vraiment, c'est une paternité où on s'engage et on veut être plus proche et activement plus proche. Une paternité aussi très relationnelle. Et alors, du côté du manager, cette fois-ci, qu'est-ce que cette nouvelle réforme a changé ? Quelles sont les adaptations managériales nécessaires, selon toi ? Alors, pour l'instant, on n'a pas tellement de recul, parce que c'est une réforme qui a 6 mois. Ce qu'on entendait beaucoup, c'est que c'était une attente forte de la part des salariés, d'ailleurs salariés femmes ou hommes, et que il y avait vraiment ces velléités pour que les choses changent. Après, il y avait des craintes aussi de la part des employeurs et notamment des organisations patronales qui exprimaient évidemment le fait que ça va devenir effectivement problématique de remplacer les salariés en question, que c'est plus 11 jours, c'est 25 jours plus 3, donc ça fait pratiquement 1 mois. Et donc, mais là, a priori, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça passe très bien. Et que les craintes, finalement les craintes des employeurs quant au remplacement, on essaie tant bien que mal évidemment d'anticiper au maximum ces absences, sans qu'elles aient en fait un effet significatif sur l'organisation du travail ou l'organisation de l'entreprise. Après à voir, c'est vrai que au niveau des recherches, ce serait intéressant d'aller voir d'ici 1 ou 2 ans, de voir s'il y a des disparités par exemple entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil d'anticiper en fait des remplacements et une organisation quand on est une multinationale et quand on est une PME.
Et personnellement, qu'est-ce que tu constates sur le terrain? Est-ce que tu as des premiers retours de cette mise en œuvre du nouveau congé paternité, justement? Oui, alors ce qu'on voit quand même, c'est aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des aspirations, hein, des nouveaux pères, parce qu'on parle beaucoup de nouveaux pères, de nouvelles masculinités au pluriel, c'est qu'on voit aussi que sur le terrain, alors là, le congé paternité, en général, il est pris dans 70-75% par les papas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même une grosse proportion des pères qui prennent ce congé paternité. Mais ce qu'on voit quand même, et ça c'est une différence fondamentale entre les femmes et les hommes, c'est qu'entre le discours des pères et la façon dont ils le vivent en entreprise, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des valeurs de partage, d'égalité, de paternité peut-être plus investies, engagées, mais on voit aussi que, par exemple, tout ce qui est tâches domestiques, tout ce qui est responsabilité familiale, c'est encore beaucoup porté par les femmes. Ouais. Donc, c'est-à-dire ce discours, parfois, il n'est pas forcément tangible dans la réalité des choses. Et on voit parfois qu'il y a un décalage entre les valeurs dont on est persuadé et la façon dont on les vit dans les entreprises. Parce que, par exemple, on sait que pour les femmes, quand l'arrivée d'un enfant génère souvent des aménagements d'horaire ou une réorganisation du temps de travail, c'est très peu le cas pour les hommes. Donc il y a le congé paternité, mais après, on retourne parfois à des schémas très traditionnels, et c'est là justement où il faut peut-être être plus vigilant. Plus globalement, et c'est un sujet qui t'intéresse aussi, ce nouveau congé paternité, il soulève le débat au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise. Est-ce que tu dirais qu'il y contribue justement? Alors, c'est l'idée. C'est l'idée parce que, on a aussi le recul par rapport aux pays nordiques qui sont très avancés sur ces questions, et c'est vrai que les données en termes d'égalité professionnelle sont bien meilleures que chez nous, même s'il y a aussi des problématiques de plafond de verre, mais dans une moindre mesure. Et l'idée effectivement d'allonger le congé paternité, c'est non seulement de mieux se répartir les tâches, donc parentales, domestiques, et familiale entre l'homme et la femme. Donc ça, c'est évidemment l'idée, toujours en ayant en ligne de mire que, effectivement, en favorisant l'attachement entre le papa et l'enfant, on développera davantage d'activités ensemble, et le père n'aura plus peut-être ces réticences à s'occuper seul de son enfant, et on va plutôt vers ce modèle-là. Mais l'idée aussi, c'est que on sait dans nos recherches que la parentalité, et notamment la maternité, a un coût en entreprise. C'est-à-dire que souvent, ça suppose une rupture pour les femmes, une rupture dans leur carrière, une chute aussi dans leur rémunération. Et ça, on voit ça depuis 40 ans dans les études et les recherches. On voit que la maternité et l'exercice de la parentalité a un coût. Et l'idée, avec ce congé paternité rallongé, c'est de partager, entre guillemets, de répartir ce coût de la parentalité. Donc c'est un premier pas qui est quand même très intéressant. Est-ce que toi, personnellement, tu as des pistes qui permettraient d'aller encore plus loin? Alors, ce qui permettrait d'aller plus loin, c'est aussi... il y a plusieurs domaines où on peut agir sur justement cette évolution de la paternité, de la parentalité. C'est agir aussi très tôt à l'école. On voit par exemple que lorsqu'un petit garçon joue à la poupée, par exemple, ou joue au bébé, souvent c'est encore très présent dans les mentalités, que ça peut heurter en disant non mais tu vas pas jouer à la poupée, mais alors que c'est très bien, parce que de quoi on a peur, qu'à la limite il soit un mauvais papa ou un bon papa. Donc en fait c'est aussi une prise de conscience collective que en fait ce chemin vers l'exercice d'une paternité épanouie, il commence en fait dès la petite enfance. Il doit se pérenniser à l'école. Et puis évidemment, dans les entreprises, on doit aussi faire en sorte que ce sujet de la parentalité exercée par les papas et par les hommes soit moins tabou. Ouais. Et que qu'on ait des rôles modèles aussi, beaucoup plus de rôles modèles que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que des managers, des directeurs d'entreprise, des dirigeants fassent
ce chemin de voilà, je viens d'être papa, je prends mon congé paternité, j'en fais aussi, je suis modèle pour peut-être voilà, donner l'exemple et dire si j'ai mon petit garçon, ma petite fille à aller chercher une fois de temps en temps et que je pars à 16h, à 17h, qu'on ne vous regarde pas avec des gros yeux. Nous, c'est ce qu'on a vu aussi dans les recherches, il y a encore énormément de barrières dans les entreprises qui sont vraiment ressenties par les hommes, notamment le manque de soutien des collègues, des managers, de leurs supérieurs hiérarchiques, d'ailleurs qu'ils soient hommes ou femmes. Parfois, il n'y a pas de différence. Et que voilà, il y a encore énormément de barrières et de tabous à lever en fait sur ces questions-là. Il y a encore un petit peu de travail en France, si je comprends bien. Merci beaucoup Sabrina, en tout cas, pour ton intervention. Merci. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast des Belles Découvertes.